Emmanuel Bacry, vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes également Chief Scientific Officer du Health Data Hub, dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus en détail. Vous êtes membre aussi du réseau PRAIRIE, c'est le Paris Artificial Intelligence Research Institute, et de la Fondation Abeona. Et ces missions sont intéressantes puisqu'elles mêlent les sciences sociales, l'éthique aux enjeux de l'intelligence artificielle. Et vous faites partie finalement de ces réseaux qui sont des rares acteurs qui aujourd'hui mêlent les deux, les sciences humaines et les sciences techniques de l'intelligence artificielle. On est absolument ravis de vous avoir avec nous. Bienvenue Emmanuel. Hubert Chaperon, vous êtes ingénieur Merci. en chimie organique. Vous êtes aujourd'hui, suite à un parcours très riche dans la Silicon Valley, dans des biotech, dans des startups, vous êtes aujourd'hui Chief Operating Officer chez Owkin. Owkin, qu'est-ce que c'est? C'est une promesse qui, je trouve, est passionnante, celle de concevoir des plateformes et des softwares qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour accélérer la recherche clinique et la découverte de nouveaux traitements. Vous avez notamment collaboré récemment avec Amgen pour découvrir comment finalement améliorer la prédiction des risques cardiovasculaires grâce à l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, Owkin publiait un article de recherche qui a été très largement salué par les acteurs du secteur avec pour sujet la prédiction des effets de la chimiothérapie néoadjuvante sur le cancer du sein triple négatif, le tout en utilisant les données de 650 patients sur 4 hôpitaux français différents. Hubert, bienvenue. On est absolument ravis de vous avoir avec nous. Vous serez peut-être très Merci bientôt Pierre. rejoint Bonjour à tous. par Thomas, qui est également CEO d'Owkin et qui nous rejoindra probablement depuis New York. Hubert, j'aimerais commencer avec vous, avec deux questions, en fait, une double question pour des non-ingénieurs comme beaucoup d'entre nous dans l'audience ici sur Zoom, sur YouTube et ailleurs. D'abord, c'est quoi le Federated Learning qui est au cœur finalement de la recherche que je viens de mentionner, et plus particulièrement, pourquoi cette recherche que je viens de mentionner, qui a été beaucoup saluée, elle est profondément innovante, c'est une vraie disruption en matière de données de santé. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour faire en quelques mots, le Federated Learning, ça répond à un besoin assez simple qui est de dire, on parle beaucoup d'innovation par l'IA, le machine learning, et l'IA a besoin de beaucoup de données pour faire fonctionner les algorithmes. Et il y a beaucoup de problématiques pour lesquelles c'est trop compliqué, pour plusieurs raisons. Ça peut être réglementaire, ça peut être technique de stockage de données, comme vous en parliez tout à l'heure, pour lesquelles on ne peut pas agréger les données ensemble. Donc, il y a des usages pour lesquels on a ce problème tout simplement. Et le Federated Learning, c'est une solution technique qui permet de dire, au lieu de rassembler tout un tas de données au même endroit pour entraîner un algorithme, on laisse les données là où elles sont. Donc, en l'occurrence, pour Owkin, c'est dans les hôpitaux. Et c'est l'algorithme qui va voyager entre les différents sites. Donc, les données ne bougent pas et c'est l'algorithme qui bouge. Donc, ça permet de simuler, si vous voulez, le fait d'agréger des données qui peuvent venir de plusieurs hôpitaux, voire de plusieurs pays, voire de plusieurs continents. Donc, ça, c'est le Federated Learning. Pour répondre à votre deuxième question, cet article dont on est très heureux qu'il ait été publié par Nature, s'il a pris cette dimension, c'est à mon avis la conjonction de deux facteurs. Le premier qui est que le sujet scientifique, qui est celui de la prédiction au traitement dans le cancer du sein triple négatif, c'est une question qui est difficile. Le cancer triple négatif, il touche à peu près 10% des patientes du cancer du sein. Et la question scientifique s'intéresse encore à un sous-groupe, on va dire, de cette population. Et il y a une vraie question scientifique. Il y a des patientes, c'est un traitement qui est très lourd, le traitement néoadjuvant pour ces patientes-là. Il y a des patients pour qui ça marche très bien et des patients pour qui ça ne marche pas du tout. Et aujourd'hui, on n'a pas l'explication scientifique à cette question. Et pour y répondre, il faut donc beaucoup de données. Et plus on va vers la médecine de précision en regardant des sous-groupes, plus c'est compliqué en fait d'avoir accès à toutes les données dont on a besoin pour développer ces modèles. Et donc ça rejoint le deuxième volet, qui est celui donc, du Federated Learning. Et la raison pour laquelle ce n'est pas la première fois qu'on utilise du Federated Learning, que ce soit Owkin ou même ailleurs, mais là, la différence, c'est que ce sont des données de vie réelle où on a passé, entre guillemets, toutes les barrières régulatoires avec les départements d'IT de tous ces hôpitaux pour vraiment travailler sur des données de vie réelle. Parce que souvent, les études de Federated Learning, ça en fait simule le fait de séparer des datasets. Et là, on fait l'inverse, on travaille vraiment sur des données de vie réelle qui étaient réparties entre 4 partenaires. Donc, Gustave Roussy, l'Institut Curie, l'Oncopole de Toulouse
et le centre Léon Bérard à Lyon. Et donc, 650 patientes, ça ne paraît pas beaucoup, mais il a vraiment fallu aller dans ces 4 centres pour créer cette cohorte virtuelle pour atteindre, entre guillemets, la masse critique dont on avait besoin pour créer cet algorithme. Donc, c'est ce fait de déployer le Federated Learning en situation réelle, d'une part, et en plus, et là, c'est vraiment la première fois, sur une modalité de données qui s'appelle l'histopathologie. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est au-delà des données cliniques, on va dire. L'histopathologie, c'est des images et c'est vraiment la photographie de la tumeur. Donc, c'est des images qui sont extrêmement riches et donc qui est extrêmement demandeuse de stockage, etc. Donc, le cas d'usage du Federated Learning était encore plus justifié. Merci beaucoup, Hubert. Et forcément, c'est fascinant puisque ces techniques d'intelligence artificielle sont souvent quand même assez méconnues du grand public. Je pense que l'explosion autour du sujet OpenAI, qui est finalement pas si nouveau que ça, témoigne un petit peu cette méconnaissance. Ça fait pour ma part 4 heures que je n'ai pas entendu parler de ChatGPT. C'est le record cette semaine. D'habitude, c'est plutôt 2 heures ou 1 heure. Forcément, on devra l'aborder aujourd'hui. Mais la question que j'ai envie de vous poser cette fois-ci, Emmanuel, justement autour de ces techniques d'intelligence artificielle qui sont méconnues, qu'est-ce que ça dit, cette méconnaissance, et quelles sont ces techniques d'intelligence artificielle aujourd'hui qui émergent aux yeux du grand public et qui sont intéressantes aux égards du sujet qu'on mentionne aujourd'hui? Vous voulez que je parle de ChatGPT, c'est ça? Alors, ça peut être un sujet, on y reviendra, mais plus globalement, et finalement, est-ce que c'est ChatGPT met en lumière cette méconnaissance du grand public et puis la diversité surtout des techniques d'intelligence artificielle? Alors, juste peut-être pour reprendre déjà ce qui vient d'être dit, le Federated, enfin, je ne sais rien contre le Federated Learning, mais ce n'est pas une technique d'intelligence artificielle, le Federated Learning, hein, il faut bien comprendre ça. C'est une façon de pouvoir effectivement, comme ça a été expliqué, de travailler sur des données à distance sans que les données bougent. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on ne veut pas ça. Et ensuite, on peut faire tourner, a priori, pas n'importe quel algorithme, mais on peut faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, c'est un vecteur pour pouvoir faire travailler des intelligences artificielles. Donc, votre question, c'est sur les nouvelles méthodologies d'intelligence artificielle, c'est ça un petit peu ce que vous voulez, cette orientation-là? Alors, vous avez posé la question peut-être à la mauvaise personne, en fait. Je suis désolé, je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis convaincu que alors si vraiment ce qui nous intéresse, c'est là où on va être disruptif, c'est les prochaines applications phares en santé. Je pense que, bien sûr, c'est très important la recherche méthodologique en IA, mais je pense que les prochains grands progrès qu'on fera, notamment en santé publique ou en prévention, etc., ça ne sera pas forcément parce qu'on aura découvert de nouvelles méthodologies en intelligence artificielle. Je pense que le frein essentiel aujourd'hui, ce n'est pas ça. Évidemment, il faut continuer la recherche en intelligence artificielle, hein. Je suis moi-même chercheur en intelligence artificielle, donc je ne pourrais pas me tirer une balle dans le pied. Donc, c'est très, très important. Mais on est sur du beaucoup plus long terme. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin avant tout, c'est de données, comme ce qui a été dit aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à faire travailler des données ensemble, qu'elles bougent ou qu'elles ne bougent pas. Ça, c'est ensuite différentes façons de faire les choses. Mais d'avoir des données qui soient accessibles d'une façon ou d'une autre, qui soient interopérables. On en a parlé, enfin, le mot a été mentionné dans l'introduction. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, quand on parle interopérable, c'est un mot un peu kabbalistique. Donc, si j'essaie d'expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière ce mot-là, il y a toute une panoplie de choses. Vous avez une interopérabilité extrêmement technique qui est de dire la façon dont elles sont stockées, ça va être un petit peu le même type d'outils et donc ça sera facile d'accès. Bon, on se dit OK, mais ce n'est pas très, très difficile. Vous avez une information une interopérabilité sémantique qui est infiniment plus difficile, qui va poser en général problème, qui est que, en fait, quand vous avez un codage qui est utilisé dans une certaine base de données et qu'il est utilisé dans une autre, ça ne correspond pas forcément à la même méthode de codage. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple. Moi, j'ai été mandaté pendant la première vague du Covid par le Premier ministre pour opérer une task force, pour copiloter une task force data contre le Covid. Et en fait, on a voulu déployer une méthode de suivi de la dynamique de l'épidémie, avec notamment des données de SAMU, parce qu'on sait très bien que les données de SAMU, c'est quelque chose d'extrêmement important pour suivre l'épidémie. C'est là où, en tout cas, c'est un premier contact de gens qui sont Covid.
Et pour ça, il faut remonter des cas Covid. C'est très simple. Hein. Là, il n'y a pas du tout d'IA. Hein. Là, il faut juste remonter des cas de gens qui sont Covid. Donc, vous êtes en première vague Covid. On a un problème fondamental et qu'on n'a pas réussi à résoudre, qui est que tout le monde codait Covid différemment. Donc, vous aviez des SAMU qui disaient et Covid, quelqu'un qui a des symptômes Covid, donc je soupçonne le Covid. D'autres qui vont dire ah non, tant que je n'ai pas fait de test, je ne suis pas sûr que c'est un Covid, donc jamais je ne connais un Covid. Donc, en fait, quand vous prenez toutes ces bases-là, vous ne pouvez rien en faire. Vous ne savez pas comment ça a été. Voilà. Donc ça, c'est une interopérabilité sémantique. Vous avez une interopérabilité, il y a plein de sortes d'interopérabilité. Ouais. Vous avez une interopérabilité juridique aussi, de savoir, parce que les gouvernances aujourd'hui d'accès aux données sont d'une complexité, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est complexe, et elles sont excessivement hétérogènes. Donc, si chaque fois que vous voulez utiliser plusieurs bases de données, vous devez vous taper toutes les différentes gouvernances. Voilà. Donc ça, c'est un frein, à mon avis, majeur. Ça ne va pas prendre 2 ans. Ça va prendre 3 ans, c'est au moins une décennie, voire plus. Hein, on est sur un énorme problème mondial, ce n'est pas un problème français. L'interopérabilité, c'est à l'échelle mondiale, tout le monde est conscient que c'est un problème majeur. Et chaque fois qu'on fait des progrès par rapport à ça, les premières applications, alors je vais peut-être vous décevoir, c'est en général pas de l'IA, et c'est des applications qui peuvent être extrêmement significatives. Et s'il y a des applications IA, c'est en général des algorithmes relativement classiques qui ont fait leurs preuves, qui sont sur étagère, qu'on réentraîne. Voilà. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il y aura des breakthroughs avec des recherches méthodologiques en IA, etc. Mais voilà, je pense que c'est quand même bien d'avoir ça en tête. Merci Emmanuel pour avoir un peu pondéré aussi les barrières qu'on a commencé à présenter, parce que je pense que c'est tout à fait intéressant et vous touchez du doigt des sujets que j'aimerais beaucoup aborder. Et en fait, je voudrais vous proposer un format un petit peu différent pour ces échanges. Je vais vous proposer un jeu qui va être assez simple, pas d'intelligence artificielle derrière ce jeu non plus, mais en fait s'affichent à l'écran différentes cartes. Donc, vous les voyez à l'instant. Et donc, je vais vous proposer tour à tour de choisir une carte et je vous poserai donc une question en rapport avec la carte que vous choisirez, un chiffre, un livre, une actualité. Et donc, je vous laisserai répondre. Le but n'est pas que vous répondiez tour à tour. N'hésitez pas à vous interrompre. Je n'hésiterai pas non plus à vous interrompre. C'est une discussion, mais ça pourra lancer nos échanges. Donc, si vous le souhaitez, je vais proposer à Hubert de commencer le jeu, si c'est clair pour vous, Hubert, et donc de choisir une des cartes qui s'affiche ici. Ouais, ok, dans l'ordre, un chiffre. Un chiffre. Alors, effectivement, en introduction, on a mentionné de nombreux chiffres, mais l'un d'entre eux est celui-ci. 300% de financement en plus pour la R&D en santé en 20 ans. C'est un chiffre forcément évocateur, ce chiffre d'introduction. Et il m'amène à une question pour vous. Hubert, comment se positionne finalement Hawkin dans cet écosystème français et quels sont les leviers pour un acteur comme vous, qui n'est évidemment pas que dans l'écosystème français, mais qui a un terrain de jeu important ici? Quelle est la place d'Hawkin et qu'est-ce que vous évoque ce chiffre de 300% en 20 ans? Ok, je suis presque surpris de voir que c'est ça paraît beaucoup 300%, mais en même temps, ce n'est pas beaucoup sur 20 ans. Peut-être que ça reflète, c'est une augmentation quand même sensible, ça reflète un écosystème qui est de plus en plus financé et c'est positif, mais je pense que ça reflète aussi c'est le coût exorbitant qui est lié en fait au développement de nouveaux médicaments. Je ne sais même pas combien c'est aujourd'hui, mais il y a 10 ans, on disait déjà que ça prend plus d'1 milliard d'euros de développer un nouveau traitement sur plus de 10 ans déjà. Donc voilà, je suis un petit peu surpris. Mais pour répondre à votre question sur l'écosystème, donc Hawkin, c'est une start-up, on peut même dire une PME. Aujourd'hui, on est autour de 250 personnes qui est franco-américaine et qui se positionne principalement quand même encore sur l'écosystème français. Puisque la majorité de nos collaborateurs sont basés à Paris, en tout cas en France, et qu'on travaille à l'interface entre les hôpitaux et l'industrie pharmaceutique, et que notre empreinte, entre guillemets, avec les hôpitaux qu'on travaille, elle est au moins à 50% en France. Donc, j'en ai mentionné quelques-uns tout à l'heure, Gustave Roussy, l'Institut Curie, la PHP, etc. Et pourquoi je dis à l'interface? Parce que justement, on est essentiellement quand même, la base de notre travail, ça reste l'intelligence artificielle pour essayer de tenter d'apporter des réponses à des questions scientifiques difficiles, et que ces questions scientifiques-là, on les pose avec les chercheurs dans les hôpitaux. Donc, on fait beaucoup de collaborations avec ce qu'on appelle des KOL, des leaders d'opinion, dans
sur leur terrain respectif, dans différentes indications d'oncologie, etc. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on accède à des données patients via ces collaborations avec les hôpitaux et avec l'industrie pharmaceutique, parce qu'on développe des modèles qui permettent aussi de répondre à leurs questions. Parfois, on travaille aussi sur leurs données. Et donc, on a pas mal de collaborations avec des entreprises pharmaceutiques, dont françaises. On parlait d'écosystèmes français, dont Sanofi. C'est un partenariat important pour Okin qu'on a depuis 1 an. Et donc, de plus en plus, ces partenariats se déplacent vers la logique d'essayer de trouver des nouvelles hypothèses sur des cibles thérapeutiques pour essayer de développer des nouveaux traitements. Vous m'avez demandé sur les leviers qui fonctionnaient le mieux. Je dirais que si je reviens sur ce que j'ai dit, le fait que ça coûte vraiment cher de développer un médicament, il y a un certain consensus que le modèle, le statu quo de comment sont développés les médicaments aujourd'hui ne fonctionne plus. Et donc, je pense que ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir une plateforme, qu'elle soit technologique ou autre, pour changer ce modèle. Donc, le modèle du blockbuster qui marche, d'un traitement qui fonctionne pour tout le monde, voilà, la médecine de précision, en fait, c'est l'inverse de ça. Et donc, c'est d'avoir un discours qui est évidemment soutenu par une nouvelle technologie ou d'autres méthodologies. Parfois, ce n'est pas une question de technologie, comme disait Emmanuel tout à l'heure, c'est vis-à-vis des data. Donc, une plateforme, qu'elle soit technologique ou autre, chez Okin, on pense que c'est donc une plateforme qui est basée sur les données pour permettre de débloquer le statu quo, en fait, sur le développement de nouveaux traitements. C'est très clair, Hubert. Emmanuel, je vous voyais réagir. Non, en fait, je suis étonné du chiffre. C'est très, très peu, je trouve. Ça fait peur. 300% en 20 ans. C'est vraiment... C'est hyper minuscule, quoi. C'est incroyablement petit. Ouais. Et je vois que du coup, je comprends que Thomas vient de nous rejoindre. Bonjour tout le monde, désolé, je me rejoins avec Hubert et Emmanuel. Désolé pour le retard. Merci. Mais je suis d'accord avec Emmanuel, 300%, ça me paraît vraiment rien du tout. C'est sûr du chiffre. Non, mais ce serait intéressant de voir combien a été investi dans la data. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est intéressant, c'est le split. Parce que je pense que c'est un pot de chagrin dans la data, malheureusement, alors que c'est le nerf de la guerre. Eh bien, merci pour cette réaction. Et donc, je vous propose de passer à une autre carte. Et donc, je vais laisser cette fois-ci Emmanuel choisir. Donc, Emmanuel, à vous de jouer. Et puis, dans le public, n'hésitez pas à poser vos questions. Eh bien, on va aller sur le pays. Allez. Sur le pays, très bien. Eh bien, le pays, ce sera les États-Unis. Les États-Unis sont en avance en matière d'utilisation et d'opportunités procurées par la médecine prédictive, avec toutes les subtilités des barrières qu'on a évoquées précédemment, et la question de la désirabilité de leur modèle réglementaire est aussi un enjeu. C'est pas, voilà, je ne dis pas ça de manière forcément excessivement positive, mais de fait, en matière d'utilisation de médecine prédictive, on dénote que de nombreux acteurs se multiplient, peut-être plus rapidement que dans d'autres écosystèmes. Une question pour vous, Emmanuel, ce parcours patient aux États-Unis qui concerne la prévention, c'est assez intéressant de voir qu'il tourne plutôt pas mal autour des assureurs, parce que finalement, les assureurs sont un peu les premiers acheteurs de médecine prédictive. Est-ce que ce modèle-là, d'abord, comment vous souhaitez le commenter? Et puis, est-ce que ça pourrait marcher en France? Alors, ça, vous êtes en train de me dire que vous allez prendre les... C'est la pire chose que vous pouvez dire, je pense, enfin, aux yeux du citoyen, je ne sais pas par rapport à moi, mais c'est la pire peur en France. Je pense que dans le fantasme numéro 1, français et européen de façon générale, c'est l'assureur qui va prendre les données de santé personnelles du patient et qui va les utiliser pour scorer des diverses primes d'assurance. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas imaginer pire que de dire « Ah, vous inquiétez pas, on va prendre le modèle américain qui marche très bien, on va le mettre en France ». Je pense, vous avez dit que le patient, il était au centre dans l'introduction, donc je pense que ça, c'est la pire chose à faire pour le patient. Trêve de plaisanterie, enfin non, c'est pas une plaisanterie, c'est réel. Hein. Alors déjà, par rapport à ce fantasme-là, la réglementation autour de la donnée de santé aux États-Unis et en France est totalement différente, et notamment par rapport aux assureurs. En Europe, aucun assureur n'a le droit d'accéder à des données de santé personnelles, sauf sur demande de l'assureur et évidemment quand
Quand l'assureur vous demande de faire un examen pour un prêt ou ce genre de choses, ça, évidemment, c'est possible. Mais sinon, aucun assureur ne peut demander, ne peut exiger des données de santé personnelles d'un individu. C'est totalement interdit par la loi. Et ça serait une faute extrêmement grave. Et je pense qu'il n'y a aucun assureur français qui se permet de faire ce genre de choses. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas du tout de lois qui vont protéger le patient par rapport à ça. Et ça, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt une des bonnes choses européennes. Maintenant, il y a effectivement, le fait est qu'il y a des choses qui fonctionnent, notamment sur la médecine préventive, mais pas que aux États-Unis, qu'on n'arrive pas à faire fonctionner en France. Donc, je pense qu'il y a forcément des choses à prendre, mais le fait que ça soit qu'il y ait énormément d'innovation aux États-Unis, c'est lié à la question précédente aussi, enfin, la quantité d'argent en R&D qui est développée, c'est toute la politique de l'innovation qui est en cause par rapport à la politique d'innovation à la française, qui, à mon avis, pourrait quand même gagnerait à tirer des leçons en regardant un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Forcément, je rebondis, donc quand on me parle assureur, je pense forcément aux données justement que les assureurs peuvent avoir aux États-Unis, et je pense forcément à ce qu'on peut avoir un peu en France. Et forcément, ça nous fait penser à tout le système de sécurité sociale. Ouais. Donc, aux États-Unis, si vous êtes, par exemple, chercheur et que vous voulez accéder à des données d'une mutuelle santé américaine, ça va vous coûter excessivement cher, mais à un point qui est totalement rédhibitoire. C'est-à-dire qu'en fait, en général, les chercheurs dans les universités ne vont pas avoir accès à ces données-là. Le privé peut y avoir accès, mais aucun chercheur ne va pouvoir travailler ces données-là. Elles sont très, très coûteuses. En France, on a la chance, alors il y a un petit cocorico peut-être à faire quand même. On a les données de l'assurance maladie qui sont intéressantes, qui sont donc les données de la sécurité sociale. Donc, c'est essentiellement toutes les données qui sont collectées dans le cadre de remboursement de soins. Donc, ce n'est pas des données cliniques, donc ça a une limitation, bien sûr, ça a une limite, mais c'est des données quand même qui ont un intérêt puisque en France, on a quand même un avantage dans le soin par rapport aux États-Unis, c'est qu'à peu près tout le monde est remboursé partiellement d'à peu près tous les soins. Et ça ne coûte pas grand-chose aux patients, aux citoyens. Je vois Thomas, Hubert réagir aussi sur cette question-là, forcément, de par la nature aussi de ce que vous faites au quotidien et de la dimension aussi franco-américaine de vos recherches. Une réaction, Thomas? Je ne sais pas une réaction, mais pour compléter un peu ce que dit Emmanuel, je pense qu'il y a, en fait, sur les payers, les assureurs, et déjà, alors, par rapport à l'AI, en effet, Emmanuel a complètement raison, mais de façon générale, la data economy aux États-Unis existe et il n'y a pas de data economy en Europe. Donc, déjà, il n'y a pas du tout la même vision de la data. Les hôpitaux aux États-Unis étaient appelés providers de data. C'était vraiment un terme qu'on n'utiliserait jamais en Europe. Donc, il y a des différences de culture quand même par rapport à la data qui est quand même essentielle. Ensuite, par rapport à l'AI et un peu comment les États-Unis se positionnent par rapport à l'AI, je pense que surtout au niveau des payers, déjà, il faut comprendre qu'au niveau des payers, la prédiction, donc l'AI, ça permet de faire des bonnes prédictions. La seule prédiction qui intéresse un assureur en général, c'est de savoir quand est-ce qu'un patient va mourir sans aller à l'hôpital. C'est vraiment le seul modèle prédictif qui les intéresse. Parce que le reste, ils en ont un peu rien à faire. Ça va être en étant un peu dark, mais voilà, c'est le premier truc. Ensuite, il y a quand même un truc qui est vachement important sur les payers américains, en général, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans l'intelligence artificielle, tous les modèles qui permettent de prédire, par exemple, ou d'analyser une imagerie avec de l'IA, par exemple, trouver une pneumonie sur un scanner du poumon, trouver un meilleur diagnostic sur une lame à napate, c'est pas remboursé par les payers. Donc, en fait, ce qui est vachement important, c'est que les payers ont quand même aussi façonné l'écosystème des boîtes en IA au niveau de tout ce qui est un peu diagnostic. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une boîte d'IA en diagnostic, je laisse Hubert et Emmanuel réagir là-dessus aussi, mais c'est très compliqué comme business, parce que le diagnostic pur, quand c'est pas lié à l'industrie pharmaceutique et tout ça, à partir du moment où c'est pas remboursé par les payers, ça devient des business super compliqués qui sont amenés probablement à disparaître. Donc, il y a aussi le façonnage de l'écosystème startup en IA a été vachement dépendant des payers. Et si vous faites des diagnostics, on n'est pas remboursé, aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, c'est un vrai, c'est aussi, c'est une influence sur le startup écosystème aussi de façon assez importante. Je peux rajouter une chose par rapport à l'IA, justement, sur les données de l'assureur. Vous avez un truc auquel il faut faire super attention et vous pouvez avoir des problèmes, justement, sur les bases de données des assureurs aux États-Unis. C'est les problèmes de biais. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la plupart des gens qui ont des mutuelles, les mutuelles vont s'adresser essentiellement, en grande partie, vous allez avoir des billets avec des gens qui sont riches, jeunes et en bonne santé.
Ouais. Donc, il faut faire très attention quand votre IA apprend. Et ça, je pense que c'est dans la tête de tous les gens qui font de l'IA aujourd'hui. Hein. On le rabâche assez, mais c'est pas parce qu'on a ça en tête que c'est facile à adresser. C'est un Oui, vrai sujet. Emmanuel, pour l'audience, en fait, ce biais dont vous parlez, effectivement, si on est sur un jeu de données qui est de fait large et qui n'intègre pas ce biais, et notamment peut-être cette chance de réussite ou de succès d'un traitement qui est lié, malheureusement, encore aujourd'hui, à la CSP des patients, bah forcément, si le modèle apprend sur ça, on a tendance Oui, enfin, je pense que tout le monde comprend que si on à... apprend que sur des gens qui sont jeunes, riches, en bonne santé, quand on a des gens vieux, pauvres et en mauvaise santé, bah, ça ne va pas marcher. Enfin, en gros, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est assez Très clair. limpide. Très clair. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous propose de passer à une autre carte. Et donc, je vais laisser Hubert ou Thomas, d'ailleurs, choisir une carte, l'un ou l'autre. Allez, Hubert, vas-y, c'est un peu ça fait un peu penser à la famille en or. Vas-y. C'est l'idée. Un plat. Toujours rêvé de faire un jeu comme ça. Vas-y. Hubert, le plat? Un plat, c'est Hubert. parti. Allez, le plat, on est parti. Vous l'avez reconnu, c'est un plat de spaghettis. Et on a commencé à l'aborder, Emmanuel, merci de l'avoir abordé, des freins réglementaires, ou en tout cas des complexités réglementaires sont très importantes en France, en Europe. Et donc, une question pour vous, Thomas et Hubert, vous qui taclez le sujet en France, aux États-Unis, comment vous voyez ces différences, ces opportunités dont on vient de parler d'un point de vue réglementaire? Est-ce que vous pensez que finalement, ce modèle réglementaire qui peut paraître très compliqué, et notamment pour des startups qui commencent à se lancer, quel que soit le sujet d'intelligence artificielle qu'elles vont aborder, est-ce que vous pensez que ces contraintes réglementaires, elles vont plutôt dans le bon sens, elles encadrent plutôt bien le sujet en Europe, ou paradoxalement, vous voyez des progrès ou des éléments sur lesquels l'Europe doit avancer, progresser et mieux réglementer ces données de santé? C'est une question hyper large. Vas-y, Hubert, commence. Vas-y, après. Heureusement qu'on n'a pas besoin de démêler le plat pour Eh en oui. discuter. Mais effectivement, c'est très compliqué. Emmanuel a commencé à en parler tout à l'heure et même à l'intérieur de l'Europe, il y a des différences entre les pays. Heureusement, ça on va de plus en plus vers une harmonisation européenne avec le RGPD, entre autres. C'est d'ailleurs même une opportunité pour Okin dans la mesure où je parlais tout à l'heure de nos relations avec les hôpitaux et que c'est principalement sur ces collaborations qu'on se base sur l'accès à la donnée. Et c'est une énorme difficulté qu'ont par exemple l'industrie pharmaceutique de travailler avec les hôpitaux en Europe. Et donc, Okin, en se positionnant au milieu et justement en travaillant au corps ce système et d'aller au fond de la compréhension en s'entourant des bons conseils juridiques, ça permet en fait c'est une grande opportunité pour nous. Bien sûr, on peut aller que vers la simplification. Il y a des axes de progrès énormes et ça, Emmanuel peut en parler beaucoup plus. Il y a plein d'initiatives d'harmonisation. On parle d'interopérabilité de la donnée. Il y a beaucoup d'axes de progression qui sont régulatoires, mais pas uniquement, qui permettraient d'aller vers une recherche clinique beaucoup plus fluide. Après, il y a aussi tout le truc des regulatory bodies. Enfin, en Europe, il faut savoir qu'il y a 6 regulatory bodies. C'est les organismes qui permettent de réguler, de donner des autorisations d'approval d'outils diagnostiques. C'est ridicule. Il y a des queues pas possibles. Donc, je pense que l'Europe est complètement à la masse sur ce côté régulatoire sur ce sujet-là. Après, il y a des très bonnes initiatives au sein de l'EMA pour approuver des choses. Et le deuxième truc qui est important, c'est que je pense que ce qui est compliqué aussi pour les autorités régulatoires, et évidemment, c'est une step nécessaire et hyper importante, mais c'est tout le côté compréhension des nouvelles modalités. Aujourd'hui, si on construit parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'IA, ça permet vraiment d'intégrer des nouvelles modalités, comme par exemple l'anapath, pour trouver des biomarqueurs. Et trouver un biomarqueur d'anatomopathologie, ça nécessite un software pour l'analyser, c'est un peu complexe par rapport à un âge ou un sexe qui peut être un biomarqueur de réponse. Et en fait, le problème, c'est que les autorités régulatoires, si on construit une nouvelle façon d'analyser l'essai clinique avec ce type de modalités-là qui sont complètement nouvelles, elles ont quand même du mal à intégrer le truc, quoi. C'est beaucoup trop complexe. Donc, il y a aussi un problème de complexité et de compréhension de l'impact de nouvelles modalités dans les processus de régulation, non seulement en termes de datasets de validation qu'ils doivent construire en interne pour valider les algorithmes, mais aussi de compréhension globale
du système. Et donc, je pense que en Europe et aux US, ça c'est vraiment dans les deux cas. C'est aussi des limitations assez franches, mais évidemment, avoir des outils qui passent ces barrières régulatoires, c'est vraiment un facteur de succès quoi, pour une compagnie. Quoi. Emmanuel, J'aurais beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être court, mais c'est un sujet très vaste parce qu'en fait, quand vous parlez juridiction, on peut parler, comme Thomas vient de faire ça aussi, certification, ou on peut parler gouvernance d'accès. Enfin, on parle de choses qui sont extrêmement différentes à chaque fois. Je pense qu'il y a beaucoup de startups qui partent d'abord aux États-Unis parce que les procédures d'éducation en général sont, comme le disait là, comme ça vient d'être dit, sur tout ce qui est dispositifs médicaux, ça peut être beaucoup plus simple aux États-Unis qu'en France. Mais enfin, ça, moi, je ne suis pas le spécialiste, je laisserai les spécialistes en parler. Sur l'accès, les philosophies sont totalement différentes. Maintenant, il ne faut pas croire que c'est non plus la panacée aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est pas forcément toujours mieux aux États-Unis qu'en France. Hein. Il y a des choses qui se passent mieux en France qu'aux États-Unis. Et notamment, d'abord, comme ça a été dit, en Europe, ça bouge beaucoup. Donc, vous avez Alors, il y a le RGPD qui fait que c'est un peu homogène, mais en fait, ça, c'est un peu de la blague parce que en fait, le RGPD permet de rajouter des couches juridiques. Chaque pays, sur les données de santé, chaque pays peut faire ce qu'il veut en rajoutant des couches juridiques. Et tout le monde en a rajouté, et la France n'est pas la dernière dans ce... Voilà. Donc, par contre, il y a un texte, il y a un travail que la Commission fait actuellement sur l'utilisation des données de santé, l'utilisation primaire et secondaire, pour essayer d'homogénéiser tout ça. Et vous pouvez aller le lire, il est disponible sur Internet, le brouillon est disponible et la commission travaille dessus. Et en tout cas, si le brouillon passait aujourd'hui, ça changerait totalement la donne sur l'accès aux données de santé en Europe. Ça serait une vraie petite révolution. Ça, c'est le premier point que je voulais mentionner. Deuxième point qui est intéressant, je vous raconte juste une petite histoire. Il y a une base de données qui est très connue pour les chercheurs en IA qui s'appelle Mimic aux États-Unis, qui est développée par le MIT. C'est une base de données de réanimation, si je me souviens bien, ou de soins intensifs, avec des patients. Et c'est une base de données qui a donné lieu, je pense, à plus de 2000 publications en IA. C'est une base de données de référence. Quand on teste des algorithmes d'IA, on va tester sur Mimic pour voir les performances qu'on fait. Et alors, c'est assez amusant. J'ai discuté avec celui qui est en charge de ça. C'est, je pense, une des bases les plus connues au monde pour les chercheurs en IA, en santé. Et elle est très ouverte. Donc, ce sont des données qui, si elles étaient fabriquées en France, ne pourraient pas être en accès libre. Elles seraient forcément dans une bulle sécurisée, avec des conditions d'accès assez complexes. Aux États-Unis, sous prétexte qu'elles sont pseudonymisées, ça veut dire on a enlevé le nom, etc. En fait, si vous connaissez quelqu'un dans la base, vous pouvez retrouver, si vous connaissez des informations sur quelqu'un qui se trouve dans la base, vous retrouvez la personne. Donc, c'est ce qu'on appelle pseudonymisé. Aux États-Unis, ça, c'est un statut où, en fait, on peut totalement ouvrir. Et il y a des gens donc, qui se sont amusés à réidentifier des gens dans la base. Et donc là, en fait, ils sont en train de fermer la base. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, maintenant, on voit beaucoup d'initiatives aux États-Unis qui sont en train d'essayer de copier d'une certaine façon ce qui se passe en Europe, en laissant bien sûr les mauvais côtés de ce qu'on pourrait voir en Europe, mais en gardant les bons côtés. Et il commence à y avoir un rapprochement par rapport à la juridiction. En tout cas, les Américains commencent à lorgner la juridiction. Certains Américains commencent à lorgner la juridiction européenne en disant qu'il y a des choses qui seraient à prendre. Et donc, par exemple, cette base Mimic, maintenant, ne sera plus téléchargeable. Sera à disposition, à distance. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Ouais. Merci. Tu peux rajouter des trucs sur l'Europe ou pas? Encore en 2 secondes ou, Pierre Il y a tellement de choses à dire. Emmanuel, j'apprends plein de trucs en écoutant Emmanuel, c'est très intéressant. Je vais passer en spectateur pur, mais en fait, le truc, c'est qu'aussi, il y a quand même des pays qui sont un peu différents. Emmanuel a très bien dit que GDPR, ça pourrait être vu comme quelque chose de super intéressant et c'est sûrement très important pour la protection des données, mais comme il y a tellement de variabilité entre les pays, c'est très complexe. Mais il y a quand même des pays en Europe, alors, je ne sais pas à quel point on parle d'Europe ou pas, mais qui font des initiatives quand même un peu particulières et qu'il faut quand même souligner. Donc, on a des pays, je ne sais pas si l'Estonie, par exemple, c'est un peu les frontières restent, mais l'Estonie, par exemple, où il y a une gouvernance plus claire sur la data et une politique plus claire, parce qu'il faut savoir que parfois, il faut des politiques. Et évidemment, l'Estonie, il y a un peu, les data appartiennent au gouvernement. Ils sont en train de construire une database qui est quand même assez incroyable au niveau médical, avec des centaines de milliers de data génomiques qui vont être liées à des data d'anapath. Et donc, par exemple, quand il y a qu'on a un petit pays, parce que l'Estonie, c'est quelques millions d'habitants, et qu'on a une gouvernance très claire, c'est beaucoup plus simple. En France, il pourrait y avoir des décisions politiques plus claires sur la data qui pourraient être prises, sur les data appartiennent au gouvernement. Il y a toujours cette espèce de flou de à qui appartiennent les data et qui doit en recevoir l'usufruit, quoi. Donc, c'est un peu complexe.
Et un autre pays qui est quand même vachement intéressant en Europe, qu'il faut quand même un peu prendre comme exemple pour certains côtés, c'est la Suisse. Alors la Suisse, bon, c'est pas forcément l'Union européenne, mais ça reste Europe dans ses frontières. La Suisse est quand même extrêmement en avance sur un nombre de sujets incroyables, sur la gouvernance des data, sur la façon de fédérer les hôpitaux entre eux. C'est-à-dire qu'on a un patient en cancérologie en Suisse, à Zurich, on peut le comparer, trouver des patients similaires. Sa similarité, c'est un champ de AI qui est assez compliqué, hein. Mais sur différents critères cliniques, même à Napat, dans d'autres hôpitaux, à Genève, à Bâle, etc. Donc, c'est cette idée de fédérer les hôpitaux entre eux. Il y a des initiatives qui sont quand même très puissantes. Alors, évidemment, c'est aussi un petit pays, donc c'est toujours dire, c'est beaucoup plus simple pour un petit pays. Mais il y a quand même une clarté sur l'avenir des data. Il y a des hôpitaux comme Genève qui sont 100% digitalisés, hein. En France, on a quand même au niveau Anapat, hein. J'insiste sur l'anapat parce que je pense que c'est un truc qui est très applicable et nous qu'on aime bien chez Okin. Donc il y a quand même des exemples comme ça dont il faut sûrement s'inspirer. Évidemment, le Health Data Hub est un projet intéressant aussi pour d'autres pays. Je pense qu'il y a plein d'initiatives comme ça européennes qui sont intéressantes à flaguer. Et je suis sûr que Faber Novel et IA et EY vont nous faire un super rapport pour montrer les spécificités de chaque pays. On sera tous hyper intéressés à lire parce que c'est assez important. Merci Thomas. Et effectivement, l'exemple de l'Estonie illustre bien aussi ton propos sur l'idée qu'aussi la réglementation d'un pays façonne son écosystème de start-up en santé. Et je pense que l'écosystème de Tallinn, et même si c'est un petit endroit et un petit pays, est tout à fait fascinant, notamment en santé, et très dynamique. On a une question du public. On change un petit peu de sujet. Enfin, on reste toujours dans la même thématique. Une question un peu provocante, Nadia, du public. Oui, tout à fait. C'est pas forcément, on ne change pas forcément le sujet, mais c'est une précision. Dans quelle mesure, en fait, pensez-vous que les patients devraient monétiser leurs données médicales versus, en fait, transmettre ces données de façon gratuite? Est-ce que ça ne résoudrait pas forcément ces soucis d'alimentation des bases de données, par exemple, et vraiment ne clarifierait pas à qui appartiennent la donnée? Si je peux me permettre une petite… D'abord, commencez-moi à faire une clarification juridique et puis ensuite, je laisserai ceux qui sont au cœur du problème en parler. De toute façon, les problèmes de valorisation, Thomas vient de le dire, l'a dit plus ou moins à demi-mot, mais les problèmes de valorisation financière, c'est au cœur de tous ces problèmes-là, hein. Et personne n'a, je pense, aujourd'hui, ne sait exactement quelle est la solution à ça. On essaye plein de choses, tout le monde tâtonne et voilà, et tout le monde cherche des nouveaux modèles économiques. C'est important quand même par rapport à cette question-là de dire une chose les gens sont souvent surpris, mais souvent, moi, je commence mes conférences en disant « Est-ce que vous savez à qui appartiennent vos données de santé ?» Et oui. Et en général, la plupart des gens disent « Bah, à moi ». Alors, je dis non. Ensuite, on dit « Bah, alors peut-être à l'hôpital qui les fabrique ». Et bah, je dis non, etc. Bon, je laisse un peu mariner pour finalement expliquer aux gens qui, en général, sont assez surpris de dire qu'en fait, ça appartient à personne. En fait, il n'y a pas de propriété de la donnée de santé en Europe. En fait, la donnée de santé, c'est un attribut de la personne. Donc, comme ce n'est pas une propriété, vous ne pouvez pas la vendre. Donc, ça, c'est une immense différence avec ce qui se passe aux États-Unis. Bon, ensuite, c'est bien, c'est mal, je laisse les gens juger. Donc, par contre, ce qui serait possible, ça serait de monétiser l'accès à la donnée de santé. Mais en tout cas, en aucun cas, vous pouvez donner votre donnée de santé ou vous pouvez la vendre. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Moi, je ne crois pas, mais ça, bon, c'est très, très subjectif. Je ne crois pas du tout que ce soit la solution à la monétisation par le patient de la donnée de santé. Je n'y crois pas du tout, mais bon, je vais laisser parler Thomas et Hubert si je pense qu'ils ont leur expérience là-dessus. Je pense que c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Donc, du coup, comme on ne parle pas de propriété de la donnée en elle-même, mais d'éventuellement parler d'accès à la donnée, on rentre dans tout le sujet de la gouvernance, qui est tout aussi complexe que le régulatoire. Donc, il n'y a pas de formule magique, mais je trouve ça intéressant de voir, c'est l'effort que font un certain nombre d'associations de patients qui veulent donner, entre guillemets, plus le pouvoir entre les mains des patients. Et de voir comme ça peut être, même pour un patient, une patiente, le parcours du combattant, d'obtenir accès à ces données. Parce que même s'il ne les possède pas, même donc l'accès à ça, d'envoyer un email à mon médecin pour lui demander un PDF de telle radio ou de telle image, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement compliqué. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait des initiatives qui se multiplient pour que justement les associations de patients puissent aider en fait à la centralisation de certains types de données sur des maladies rares, par exemple. Mais le sujet est encore une fois hyper complexe et en tout cas, on n'est pas trop… Quand on parle d'association de patients, je me permets de rebondir. Il faut quand même savoir, moi, on travaille avec beaucoup d'associations de patients en web. La plupart des associations de patients, elles veulent qu'on utilise leurs données.
Et ils ne sont pas en train de dire il faut nous payer pour ça. Enfin, leur but, c'est qu'on utilise leurs données pour faire de la recherche, pour trouver des solutions et des remèdes et de la prévention et qu'on les aide. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas du tout des histoires de se dire il faut nous payer pour ça. Hein. Ils sont prêts tout à fait. Ouais. Moi, je sais pas. Hein. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand les. Enfin, je suis d'accord avec Emmanuel et la vision, la clarification juridique d'Emmanuel est hyper importante. À partir du moment où ça appartient à personne, il n'y a pas vraiment de droit. On ne peut pas de vendre la data, mais on peut en vendre l'accès. Ouais. Et c'est sûr qu'à partir du moment où les hôpitaux le vendent, cet accès, même s'ils ne le disent pas, hein, les hôpitaux en Je suis Europe vendent d'accord. l'accès aux données. Est-ce que ça ne doit pas en partie revenir aux gens qui l'ont créé? Je ne sais pas du tout. Enfin, c'est très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que. Je ne crois pas que ça résoudrait les problèmes, c'est ça que je veux Ça ne dire. résoudrait pas Enfin, les problèmes. Je suis d'accord avec toi, ça... ça ne résoudrait pas les problèmes. Et puis, mais par contre, c'est vrai que ce qui est un peu énervant, c'est l'absence de transparence au total. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il Tout faudrait, à c'est fait une d'accord. transparence de ce qui se passe avec les données, des transparences des programmes, avec la possibilité d'opt-out de programmes dont on ne veut pas être. Voilà, la transparence des hôpitaux, de ce qu'elles font de la data, combien d'argent est créé. Et je pense qu'à partir du moment où les hôpitaux expliqueraient que l'argent créé pour avoir de la data, il est réintroduit dans des parcours de soins, ben, ça va. Donc tout va bien. Mais c'est l'absence de transparence parce que les hôpitaux ont des chief data officers et s'occupent de valoriser la donnée. Donc, c'est ça qu'il faut créer. Après, en effet, cette valorisation de données aux États-Unis, donc ça se fait juste pour information. Et je dis, il y a vraiment il y a un programme qui s'appelle Longénésis. Vous pouvez donner votre données de santé, vous avez de l'argent. Il y a un truc qui s'appelle Nebula Genomics, qui est une version de 23andMe, où en fait, vous faites un test génétique, mais vous enrichissez le truc avec vos données cliniques. Hein. Et si jamais c'est vendu à qui que ce soit, avec une transparence nulle, hein, ils n'expliquent absolument pas à qui ça doit le vendre et tout ça. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un scam total, mais je ne sais pas, je ne connais pas bien. Mais, pour info, ça existe. Hein. Donc, voilà, dans le public, si vous êtes aux États-Unis, que vous avez une semaine et que vous avez envie de cracher dans un tube et de donner toutes vos données cliniques pour voir si vous allez arriver à faire 200 €, n'hésitez pas, mais après, ça existe. Hein. Mais voilà, allez, Longénésis, Nebula Genomics, 2-3 exemples de compagnies qui se Et basent ça doit là-dessus. créer des données qui sont quand même bien biaisées, mais bon, Oui, c'est clair. En plus, c'est des données bien baisées parce que c'est que les gens qui. C'est qui ont clair. envie de faire 200 €, Qui ont justement. envie de faire 200 €. Je ne sais même pas combien tu peux gagner. Enfin, je dis 200 € complètement au pif. Mais effectivement, c'est l'inverse de 23andMe où c'est vous qui payez un prix pour avoir des. Non, mais là, vous payez aussi, hein, mais c'est moins Ah, on cher. paye aussi. Donc, tu payes 20 € au lieu de, je sais pas, 90 et c'est juste pour info. Mais merci en tout cas pour cette remise en contexte et c'était une question effectivement intéressante et qui ne résout pas, donc, selon vous, la problématique de fond, hein, qui est encore celle dont on a parlé, d'interopérabilité, de transparence. Je vous propose de continuer le jeu. Emmanuel, je vais vous proposer de sélectionner une question parmi les questions restantes. Ouais. Oh, je vais aller sur l'actualité. Allez, l'actualité, on en a tous marre, ça tombe bien. Regardez, Ah, oh on là a là. tous marre de cette actualité, on était obligé d'en Ah parler. oui. On en a tous marre parce que forcément, on en entend parler à tout bout de champ, mais forcément, ChatGPT interroge la compréhension du grand public sur les enjeux d'intelligence artificielle. Moi, je vais vous dire ce dont j'en ai marre. J'en ai marre de voir les posts qui disent ça y est, ChatGPT a passé est médecin dans tel pays, il est juriste dans tel pays, Eh il est machin. bien, Emmanuel, c'était ma question. Pourquoi justement cet emballement versus finalement quelque chose qui n'est pas si nouveau, OpenAI? Est-ce que, voilà, ravi d'avoir C'est votre un opinion. gros coup de com, très Ok. réussi déjà, avant toute Ok. chose. Non, Ouais. non, derrière, il y a une super technologie. Je veux dire, je ne veux vraiment pas du tout minimiser ça. Mais en fait, bon, vraiment, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Mais pour moi, la superbe technologie, c'est GPT-3 derrière. Ouais. Et le gap énorme qui a été fait, c'est de GPT-2 à GPT-3, où là, il y a eu vraiment un gap énorme. Et a priori, il y aura un prochain gap vers GTP4. Mais il faut savoir que ils font parler d'eux, ils sont très, très forts en com, mais il y en a d'autres. Et vous avez l'outil de Google qui s'appelle Palm, qui est a priori, enfin, qui est censé faire le même. Alors, ce n'est pas un chatbot, mais c'est un modèle de langage. Donc, il s'appelle Palm et qui est a priori bien meilleur même que GPT-3, vu notamment, il a 570 milliards de paramètres, je crois, contre 170. Mais pour les gens qui l'ont utilisé, a priori, il serait bien meilleur. Donc, à ce GPT-3, là où ils ont été assez forts, je trouve, mais pour moi, c'est quand même aussi beaucoup de com', c'est qu'ils ont rajouté une couche par-dessus de chatbot qui a permis de démocratiser l'utilisation, qui a été bien faite. Mais pour moi, le génie de tout ce truc-là, c'est plus du GPT-3 que du ChatGPT. Mais bon. Et Emmanuel, justement, vous qui êtes passionné de sciences humaines également, et c'est votre double casquette, selon vous, qu'est-ce que ça interroge justement cette accessibilité au grand public d'outils d'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça vient challenger? Et là, je dépasse un petit peu le sujet de la santé. Bon, moi, mais c'est encore certainement une déformation professionnelle. Moi, au départ, ça me fait un peu peur.
les réactions des gens, etc. Je suis pas, voilà. On n'en a pas, enfin, si vous l'avez dit à l'introduction, qu'au cœur de tout ce qu'on fait, il devrait y avoir le patient. Il y a une chose qui est assez catastrophique aujourd'hui, c'est que le citoyen, c'est lui qui prend des décisions à la fin, alors de partage de données, de machin, enfin, sur plein de sujets, et qu'aujourd'hui, donc, le citoyen, tous les choix qu'il fait, ils sont tous sauf éclairés. Et ça, c'est assez catastrophique. Alors, ils sont mus par des fantasmes, et ça, on le voit sur Internet avec ChatGPT, qui vont dans tous les sens. C'est les fantasmes positifs, du genre, ça y est. Donc ça, c'est les fantasmes vous savez, les fantasmes à la Laurent Alexandre qui clame dans tous ces séminaires où il dit aux gens qu'il y a des gens dans la salle qui ont eu jusqu'à 600 ans. Et puis, vous avez où on va guérir toutes les maladies grâce à l'IA, ou voilà, ça y est, on va tout résoudre, le cancer, c'est fini, dans pas longtemps. Et puis, vous avez les fantasmes évidemment négatifs, du genre, ça y est, tout le monde nous écoute, Big Brother et machin, et les assureurs vont nous scorer, etc. Voilà. Et en fait, malheureusement, la plupart des choix citoyens aujourd'hui sont faits sur ces fantasmes-là. Et donc, je pense qu'au cœur de ça, il y a l'éducation des citoyens, mais c'est la priorité, des priorités, des priorités, des priorités. Il ne s'agit pas d'éduquer pour dire qu'est-ce que c'est l'algorithme, comment on fait de l'IA, etc., etc. Mais c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'est capable de faire ChatGPT? Qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire ChatGPT? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de ChatGPT? Qu'est-ce qu'on n'est pas en droit d'attendre de ChatGPT? Mais ça, c'est fondamental qu'on dise aux gens et qu'on dise aux lycéens qui sont en train de tous utiliser ChatGPT à tort et à travers dans tous les sens. Je pense qu'on en a tous à la maison. De leur expliquer ce qu'ils sont en droit d'attendre de ça et ce qu'ils ne sont pas en droit d'attendre. De leur expliquer, ensuite on en fait ce qu'on veut, d'expliquer que tout ce qu'on envoie comme texte à OpenAI, c'est des données qu'on donne à OpenAI. Donc, il faut faire aussi un tout petit peu attention à ce qu'on envoie. Donc, tout ce qu'on se permet de demander de résumer comme document ou quoi que ce soit à ChatGPT, c'est des données que garde OpenAI. Je ne dis pas que OpenAI, ils vont faire le beurre de ça. Mais je veux dire, en fait, il faut faire attention. Il y a peut-être des données sensibles. Donc, il y a un vrai enjeu par rapport à ça, de développer aussi des solutions on-premise. Il y a des startups qui font ça pour des industriels qui ne voudraient pas justement partager ce genre de choses. Donc voilà, comprendre les limitations et les trucs formidables que ça peut faire. Donc vraiment comprendre les limites de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on n'est pas capable de faire, parce qu'il y a un flou, mais complet, dans la tête de tout un chacun par rapport à ça. Et notamment, c'est ça que je disais en introduction, c'est-à-dire que ça me fait rager quand on me dit, ça y est, ChatGPT, il a passé le barreau. Non, pour passer le barreau, il y a une épreuve orale. Donc, il faut juste arrêter les conneries. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, il faut juste un peu… Voilà. Et quand même, quand on le teste sur le QCM qui est donné en médecine, alors je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas médecin, hein, le QCM ultime qui est donné en médecine, c'est un QCM qui s'adresse à des personnes humaines qui ont des qualités humaines qu'on ne teste pas forcément très bien, mais qu'on connaît de base. Enfin, tout le monde sait ce que c'est qu'une personne humaine. Et on n'a jamais fait ces tests-là avec ChatGPT. Je veux dire, voilà, on est en train d'appliquer… Alors ça, pour être médecin et avoir fait ses QCM, je pense, Emmanuel, que ChatGPT arriverait très bien. Parce que non, justement, ChatGPT arrive très bien au QCM. Ah oui, Il fait parfaitement. parfaitement. Ouais, non, mais je veux dire que, en fait, quand on fait des examens aux médecins, on assume que, mine de rien, on sait que ce sont des personnes humaines et on dit il faut qu'ils aient un savoir encyclopédique. Mais là, le ChatGPT, il ne faut pas lui demander est-ce que tu as un savoir encyclopédique? Ce n'est pas ça le but du jeu. C'est est-ce que tu arrives à assurer sur les autres plans. Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Mais ce que tu dis, c'est super intéressant parce que peut-être que justement, ça va aider à améliorer la façon de tester les gens ça, je suis d'accord. va être un facteur d'amélioration pour tester justement les qualités plus humaines des médecins qui ne testent pas du tout aujourd'hui. Ça, c'est vachement intéressant. Et moi, je pense aussi que pour ChatGPT, ce qui est quand même… Alors là, c'était plutôt côté humain qu'Emmanuel a très bien expliqué. Au niveau des GAFA, parce que quand même, c'est important, c'est une guerre importante. C'est un peu le naufrage de Google quand même. Ils ont beau avoir un algorithme qui est peut-être meilleur que GPT-3, que tu disais Palm, et en interne, avoir développé des outils extraordinaires. Par souci de communication, ils n'ont pas fait les steps que Microsoft a fait avec les crédits cloud donnés à OpenAI et l'intégration avec GitHub. Ça donne une avance majeure à Microsoft, majeure. Et c'est encore, et malheureusement pour Google, et j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui partaient de Google rien que pour ça. Ils ont perdu pas en recherche interne. Ils ont la trouille, ouais. Ils ont eu la trouille et ils ont perdu le truc. Ça s'ajoute à des complexités autour de toutes les activités santé de Google, Google X, Google Health, Verily, qui sont extrêmement complexes, assez mal structurées.
Et Google va quand même en prendre un sacré coup parce que les impacts sur le search aussi vont être énormes. Et Google Search, c'est 50% du revenu Google. Si jamais il y a vraiment un impact sur Google Search par rapport à l'outil de Microsoft, dont j'oublie toujours le nom, ça risque d'être quand même un sacré truc. Vraiment, c'est plutôt pour le côté industriel du truc, mais qui Et peut-être, du définit un coup, peu les cartes quand même, quoi. et peut-être Hubert et Thomas, ça me donne envie de vous faire tirer une carte sans vous laisser le choix, mais la carte de la personnalité, parce Je que dis juste une chose, excusez-moi, ouais, juste ouais, une ouais. chose, pour que les gens aient ça dans la tête, si je peux, un message à passer. Faites attention, ChatGPT fait l'illusion de raconter des choses exactes, mais il n'y a absolument aucune assurance que ce qu'il raconte est vrai. Oui, Voilà, ouais, c'est tout à tout. fait. La base de données est datée d'ailleurs. Effectivement, Hubert, Thomas, j'ai envie de vous inciter à prendre la carte personnalité, si vous en êtes d'accord. Pourquoi? Parce que effectivement, vous mentionnez ces grands acteurs de la tech. On a mis Jeff Bezos ici parce que l'actualité récente d'Amazon évoquait le lancement d'un service d'abonnement pour des médicaments génériques sur un surcoût pour les abonnés à Prime, donc qui permet de payer 5 $ de plus par mois et avoir accès à 80 médicaments génériques. Et pourtant, c'est pas nouveau comme service. En fait, CVS le proposait déjà, beaucoup d'acteurs proposent déjà, mais Amazon a cette capacité de marketing, comme beaucoup d'acteurs de la tech, parfois d'emballer aussi des choses qui sont pas tout à fait nouvelles, comme des choses absolument disruptives. Mais en tout cas, ça pose la question de ces grands acteurs tech. Et la question que je veux vous poser, Hubert et Thomas, est la suivante. Et finalement, comment vous percevez ces grands acteurs tech? Est-ce que vous les percevez plutôt comme des partenaires, des alliés, des ennemis? Hubert, tu veux y aller, mais fais gaffe à ce que tu dis. Vas-y. C'est une bonne intro. Bah, je pense que c'est forcément un petit peu des trois, mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'ils sont incontournables et qu'il y a sur plein d'éléments. Alors, on a parlé du stockage, des capacités de calcul, où ils deviennent de plus en plus incontournables. Puis, ça va aussi vers le consommateur. Vous en avez parlé en intro tout à l'heure. On parle de montres connectées, etc. Ils ont une capacité quand même de s'attacher à la donnée. Après, ça reste de la donnée un petit peu superficielle quelque part, le nombre de pas, etc., la fréquence cardiaque, et que des entreprises, des startups comme Hawkin, on prend plutôt le pari que la valeur est dans la multimodalité des données et qu'on ne peut pas vraiment faire ça sans être profondément intégré avec le système académique des hôpitaux, etc., et qu'il y a un certain nombre… Alors, Amazon, c'est peut-être une exception avec leur acquisition de One Medical, par exemple. Mais il y en a d'autres qui ont plutôt échoué par le passé, des grandes initiatives des GAFA de vraiment s'intégrer dans les parcours de soins. Google, le démantèlement un peu de Google Health, ils reviendront peut-être, mais en tout cas, les modèles qui ont été essayés ont plutôt échoué. Donc, voilà, ils sont clairement incontournables, mais il y a vraiment, on pense, de la place pour tout un écosystème autour de ça et ils ne seront pas forcément prépondérants. En tout cas, vous parliez de fantasmes négatifs, Emmanuel, c'est sûr que Moi, je trouve y en a que sur la dominance des GAFAM. moi, je peux rajouter un truc, c'est que c'est hyper important quand même, les GAFA, c'est important. Donc, dans les GAFA, il faut séparer la guerre des clouds entre les GAFA au niveau santé et le reste. Et les fondateurs, enfin, qui sont tous un peu en mode on va vieillir, longévité, machin, tout d'un coup, la Bezos s'est devenu passionné par la longévité alors qu'il n'avait rien à faire il y a 5 ans. Donc, ça, c'est toujours le truc de passer un certain âge, hein, ça, c'est normal. Mais je pense ça, c'est le premier. Je pense qu'au niveau ce qui est vachement important, c'est de voir à quel point les gens remontent la value chain de la santé ou pas. Il faut savoir que Amazon, c'est hyper consommateur, hein. C'est encore très consumer-based. Ils ne sont pas du tout en train de remonter vers une pharma digitale, comme Google est intéressé, et Microsoft un peu plus aussi. Donc, en fait, ils vont toujours rester hyper consommateurs et leur activité cloud, il n'y aura jamais des trucs qui dépasseront ce stade-là. Donc, en fait, ça reste très, très consumer-based, hein, avec évidemment la capacité de distribution qui est énorme. Et ce qui est toujours incroyable, c'est le reach de combien de gens peuvent reach Amazon versus d'autres. Et puis, c'est intéressant, il faut lire les articles dans l'économie sur Goldman Sachs et la Credit Card, c'est créé qu'Amazon. La différence comment dire, de leverage entre Goldman Sachs et Amazon, parce qu'Amazon a une capacité de distribution qui est assez énorme. Et voilà. Donc, ça, c'est bon, bref, ça, c'est vraiment le truc. Après, il y a vraiment, encore une fois, Microsoft, au niveau de la santé, moi je pense que Microsoft prend toujours un asset hyper intéressant. Sur le côté recherche en IA, ils ont un centre Cambridge qui est assez extraordinaire. Ce côté plus propre sur Azure, sur les data, il faut savoir que Azure fait de la santé, fait des trucs, mais sans avoir cette espèce d'idée de garder des data au point où Google va le faire.
Google Cloud versus Azure, par exemple, a fait un deal avec Tempus, une compagnie américaine, où ils échangeaient quasiment l'accès aux data de Tempus contre du Credit Cloud. Et ça, il faut vraiment savoir où ce que ça va aller, ce genre de truc, parce qu'il faut quand même penser que c'est ce genre de deal. Donc, il y a le côté quand même plus data save, plus propre sur la data je trouve, de Microsoft, beaucoup plus fondamental dans la recherche, qui vont développer. Et si je prends tous les acteurs, franchement, je prends au niveau acteur intéressant dans l'avenir de la médecine. Je m'intéresserai plus à Microsoft qu'aux autres. Surtout Google a un problème très structurel et de gouvernance sur l'ensemble d'entités qui travaillent entre DeepMind, Google X, Google Health, Verily. Je défie n'importe qui d'essayer de comprendre quoi que ce soit à tout ça, même en interne. Mais bon, avec des efforts très importants quand même. Ils font des technologies assez extraordinaires. Il y a des technologies de base qui sont très fortes chez Google, notamment, mais voilà, mais il y a ce problème structurel de gouvernance. Je pense que Microsoft a une gouvernance plus claire, avec une value chain qui remonte très très haut jusqu'à la découverte de médicaments probablement. Et moi, je trouve que c'est l'acteur le plus intéressant si je dois en choisir un. Mais voilà, après, c'est juste mon opinion personnelle. Très clair. Merci. Je pense qu'il ne faut pas en choisir un, c'est bien qu'il y en ait plusieurs qui se fassent concurrence. On le voit justement avec OpenAI. Ça, c'est bien. Et je pense qu'il faut essayer de leur tenir tête sur certains trucs, notamment sur la donnée, sur la gouvernance de la donnée. C'est-à-dire qu'il faut surtout s'organiser, mais on a du chemin à faire. Hein. Ce n'est pas du tout sûr qu'on gagne cette bataille, mais s'organiser pour qu'on ait des startups françaises, qu'on ait des chercheurs français qui managent et qui s'occupent des données de tous les hôpitaux en France. On a des super bases de données en France, des super belles bases. Emmanuel, justement là-dessus, qu'est-ce que tu retiens de toute la polémique qu'il y a eu sur les... désolé de t'en parler, mais c'est vrai que moi, la polémique, c'est absolument ridicule, hein, évidemment, sur Azure dans le hub, qui était une polémique vraiment... qui est toujours d'actualité, malheureusement. Est-ce qu'il y a des leçons à prendre pour le reste des institutions est-ce qu'on peut la réexpliquer françaises, ou est-ce qu'il faut juste résister aussi à ce genre de polémique? Non, d'en parler, c'est important quand même. Non, c'est bien d'en parler. Moi, je trouve que c'est comme l'État, aucun sens, mais est-ce qu'il faut résister? Donc, je la rappelle, donc le gouvernement a fait le choix que les données, que la plateforme du hub soit hébergée par des machines Azure, donc des machines de chez Microsoft, des machines qui se trouvent, alors, pour des histoires justement de respect des lois européennes, etc. Donc, c'est des machines qui sont sur le territoire français, en banlieue parisienne. Et il faut bien comprendre que quand on dit que c'est des machines Azure, c'est juste la machine qui est Azure, ce n'est pas le framework. Tout le framework Azure, toute la suite Azure que le chercheur est content de retrouver quand il va chez Azure, en fait, n'est pas disponible au hub parce que ça ne correspond pas aux normes de sécurité auxquelles le hub doit souscrire. Donc, toutes les clés de chiffrement, tous les aspects sécurité, c'est fait en dehors du hub. Ça a été fait avec des startups françaises. Les clés de chiffrement sont détenues par le hub. Enfin, voilà. Donc, il y a eu toute une controverse sur pourquoi l'État a choisi Azure et pourquoi on n'a pas choisi un cloudeur français. Alors, il faut savoir que quand vous posez ça comme question à la plupart des startups, ils rigolent. Ils comprennent tout de suite pourquoi. Voilà, ça c'est la première chose quand même qu'il faut dire. C'est une sorte d'évidence. Si vous voulez avoir la puissance de frappe de machine, donc la scalabilité, la puissance de frappe de développement d'un cloudeur américain, mais je veux dire, on est à des années-lumière de ça. Il faut juste se rendre compte. Donc nous, on a réussi à mettre sur pied la plateforme en 1 an. On a une plateforme on a la plateforme, c'est la DINUM qui a fait un audit, on a une plateforme la plus sécurisée de France. Okay, à l'heure où vous avez plein de CHU qui se font pirater en ce moment, c'est terrible. Il y a eu plein d'histoires de piratage qui coûtent des millions. On est la plateforme ou l'une des plateformes les plus sécurisées de France. On est une plateforme qui est extrêmement scalable d'un point de vue computationnel. Évidemment, on est sur Azure, donc on n'a pas beaucoup de mérite, mais en fait, il faut le dire. C'est-à-dire que demain, s'il y a des chercheurs qui nous disent qu'on a besoin de 10 GPU, en très peu de temps, on les délivre, là où souvent, vous pouvez attendre extrêmement longtemps. Il y a des systèmes de sauvegarde qui font que vous ne pourrez pas perdre des données, comme ça a pu arriver quelquefois sur d'autres choses. Voilà, il y a tout un... Et aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent français. Alors, tout le monde a le mot souveraineté à la bouche. Personne ne sait ce que ça veut dire, la souveraineté, quand même. Hein. C'est-à-dire où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'il faut utiliser des logiciels français? Est-ce qu'il faut utiliser des puces françaises ou européennes? Voilà, enfin, ça, c'est pas très clair. Et puis, il faudrait surtout qu'il y ait un plan de développement. Et donc, aujourd'hui, il y a des acteurs qui vont peut-être sortir autour de ça, mais ça va prendre du temps. Nous, au Web, on a toujours dit que le jour où il y a une solution, on n'est pas lié à Microsoft, hein, on peut déménager demain, quoi. Alors, ça va être un coût de développement, mais on a l'argent pour le faire. C'est prévu dans les feuilles du Hub. Dès que c'est prêt, on y va. Mais c'est pas prêt. C'est toujours cette question, voilà, encore une fois, d'usage, de transparence, de sécurité aussi des systèmes qu'on utilise. Alors, oui, c'est là ce qui est mis en
question dans la controverse, c'est les histoires de lois extraterritoriales, de Cloud Act, des choses comme ça. Même si les données ne sont pas identifiantes, donc c'est des données qui sont pseudonymisées, donc vous ne pouvez pas retrouver les gens, même si les données sont cryptées, même si Microsoft, en tout cas pour la loi, pour la législation européenne, n'est pas opérateur des données, c'est juste des espaces de stockage. Enfin, voilà. Ensuite, il y a des diatribes, des controverses de juristes, mais ça, je ne suis pas spécialiste. Bien sûr. Non, mais voilà. je pense que c'était un point intéressant. Donc, merci Thomas Absolument. d'avoir apporté la question. Et il y a une question qui est aussi celle de la sécurité qu'il faut aborder. Et il nous reste le temps pour peut-être deux questions. Une question, je pense. Si on choisit peut-être effectivement un bâtiment, Emmanuel, si ça vous convient, Thomas. Je crois que je n'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Bon, écoutez, ça fait bien la transition dans ce cas. Un bâtiment, donc depuis le 3 décembre, enfin, je crois que c'est toujours le cas, l'hôpital André Mignot du centre hospitalier de Versailles est victime d'une cyberattaque assez massive. Donc, les communications téléphoniques, Internet, tous les systèmes informatiques ont été complètement coupés. Le personnel soignant est contraint d'utiliser, comme moi, des stylos, du papier. En 2021, l'ANSSI a eu connaissance de 1082 intrusions. Et donc, cette question-là, elle est intéressante puisque 1082 intrusions, c'est quasiment 40% de plus que l'année d'avant, qu'en 2020. Donc, les intrusions se multiplient, les cyberattaques se multiplient pour des raisons différentes, financières, de l'espionnage, de la déstabilisation. Et donc, ça pose une question énorme, surtout dans le contexte géopolitique qu'on connaît, la cybercriminalité et la cyberguerre. Finalement, ces acteurs qui doivent se défendre face à ces cyberattaques se retrouvent parfois démunis. Comment, Emmanuel, et là j'ai envie de vous interroger un petit peu du coup dans la continuité du Health Data Hub, finalement, comment on arrive à créer ce climat de confiance, que ce soit d'un côté pour les entrepreneurs, mais pour les professionnels de santé qui donc sont invités à tester, à utiliser des nouvelles solutions, comment on arrive à rassurer et qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place pour pas se prémunir complètement parce que c'est impossible, mais en tout cas progresser sur ce sujet-là. De toute façon, je pense déjà, il faut être intransigeant sur le niveau de sécurité. Ça me semble indispensable. Malheureusement, aujourd'hui, quand on est intransigeant sur le niveau de sécurité, c'est souvent pas si facile que ça sur des clouds dits souverains ou en tout cas qui s'approcheraient de la souveraineté. Donc, en fait, il y a un vrai problème par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est évident qu'il ne faut pas transiger là-dessus. Nous, au Hub, je vous dis, par exemple, pour reparler des associations de patients avec lesquelles on travaille, ce n'est pas un sujet pour eux. Il faut utiliser leurs données et ce n'est pas parce qu'on est sur des machines Azure que ça va leur faire peur de quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment pas un sujet par rapport à ça. Maintenant, c'est évident qu'il faut un programme de financement global de l'État pour développer des entrepôts de données dans tous les CHU qui soient aux normes, qui soient sécurisés, etc. Par contre, on ne va pas faire 1000 Health Data Hub plateformes partout, parce que ça va, même d'un point de vue écologique, ça va être une catastrophe. On ne va pas faire des plateformes scalables dans tous les CHU. Alors, je pense que Hubert et Thomas vont dire qu'il faut faire du federated learning à l'échelle de la France sur toutes les plateformes CHU. Ça pourrait être, pourquoi pas, une solution. Nous, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a choisi comme façon d'opérer. Nous, ce qui est important, c'est d'avoir un réseau de DS dans les hôpitaux sur lesquels on peut s'appuyer. Et quand les chercheurs veulent travailler sur les données du CHU de Lyon, ils vont travailler sur les données du CHU de Lyon. Maintenant, s'il y a des besoins de gros calculs, s'il y a des besoins multicentriques ou de chaînage avec des choses complexes juridiquement ou techniquement, il y a le rôle d'une plateforme nationale qui sera là. Mais on est très en retard sur le développement de ce réseau interopérable d'entrepôts de données de santé sécurisés en France. Hubert, Thomas, une réaction sur cet enjeu de cybersécurité? Vous avez tout à fait raison. Vas-y, Thomas. Non, vas-y, je t'en prie. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne faut évidemment pas transiger avec ce sujet-là. Alors, Okin en particulier, on n'apporte pas des solutions scalables pour tout le monde, mais effectivement, c'est peut-être un point, c'est que le federated learning permet que les données restent dans l'hôpital. Donc, c'est peut-être un petit point de vulnérabilité potentielle, mais qui ne résout pas du tout tous les problèmes des hôpitaux qui sont vulnérables à ça. Et ensuite, Emmanuel a complètement raison de dire qu'il y a différentes approches et que finalement, j'ai parlé en introduction pas mal du federated learning, mais c'est vrai que quand les choses peuvent être centralisées, c'est formidable aussi. On n'a pas du tout de position dogmatique là-dessus. Et comme ça prend du temps et que… Non, de toute façon, il ne faut pas avoir de position dogmatique. Je pense qu'il faut… Voilà. Il y a plein de cas d'usage différents qui nécessitent des choses différentes. En tout cas, par exemple, quand on va travailler… Excusez-moi, je t'ai coupé, Hubert, mais quand on travaille sur différentes données de différents pays, je pense que là, bouger les données, ça va être un enfer. Donc là, par exemple, une bonne raison de faire du federated sur ce genre de cas d'usage.
Oui, voilà, donc on est d'accord, pas de position dogmatique et on sera très content évidemment quand les problèmes que vous décriviez par rapport au data hub des clouds, etc., permettront de faire de plus en plus sur un réseau national déjà. Ouais. Moi, je suis médecin, donc au-delà aussi du tout le problème de sécurité des hôpitaux, il suffit de voir la photo, que c'est moche, c'est incroyable. Enfin, ils n'ont pas mis de coup de peinture depuis. Pourtant, j'ai travaillé à Henri Mondor à Créteil. Faut dire que... Donc, en fait, j'ai dit, qu'est-ce que c'est laid, quoi. Donc, en fait, au-delà de tous les problèmes de sécurité, l'hôpital va si mal. Pardon de digresser là-dessus, mais le nombre Non, non, bien de sûr. choses à résoudre, à patcher, de la peinture jusqu'à la sécurité dans les hôpitaux et la situation des médecins. L'hôpital est en naufrage et je pense que juste par rapport au problème de sécurité, au problème de software et tout ça, je raconte une mini-anecdote. J'ai un ami qui était un type assez brillant, polytechnicien, qui est arrivé, qui s'est retrouvé Chief Digital Officer de la PHP et il avait envie d'innover, il a envie de faire des trucs, il a envie de... Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait 1200 software à la PHP et que en fait, ces 2 premières années, ça allait déjà être dédié à essayer de les désinstaller. Ça, c'est vraiment important de se souvenir ça quand on pense à Ouais, des bien outils sûr. comme ça. Il est resté combien de temps à la PHP du coup? Et ben, il est pas resté longtemps. Mais le problème, c'est que la PHP, c'est hyper puissant. C'est probablement l'un des plus gros hôpitaux du monde avec des profs extraordinaires, des datasets fantastiques. Et c'est tellement compliqué de changer des systèmes comme ça que malheureusement. Donc, je pense qu'en fait, même tout ça, les problèmes de sécurité, c'est évidemment quelque chose que tout le monde aurait pu voir venir. C'est très compliqué à mettre en place, mais il y a tout le côté infra, le côté vision des data et tout qui est vraiment compliqué, quoi. Hubert, Thomas et Emmanuel, merci